Nous allons donc reprendre nos débats après cette courte pause et nous allons, comme promis, enchaîner sur le système ferroviaire, sur la façon dont il pourrait retrouver un équilibre économique et financier. Alors, je vais demander de venir me rejoindre sur scène. Gilles Savary est debout, il va venir directement. Gilles Savary, rapporteur de la loi ferroviaire. Jacques Oxiette, président des Pays de la Loire et président de la commission transport de l'ARF. Guillaume Pépi, président de la SNCF. Alain Tauvette, de la FRA. Et Paul Plummer, qui nous fait le plaisir de venir d'Angleterre pour donner une petite touche anglaise. Et je crois que Michel Savy nous rejoindra aussi pour traduire Paul Plummer. Merci Michel Savy, président du conseil scientifique de TDIE. Vous vous asseyez où vous voulez, il faut juste que Michel Savy et Paul Plummer soient côte à côte. Voilà. Ah, non. Alors, en guise d'introduction, à cette table ronde, et puis le temps de digérer un petit peu, quelques slides, quelques infos qui ont été préparées par l'équipe de TDIE. Alors, sur le modèle de financement des systèmes ferroviaires européens, il y a quelques chiffres que j'imagine que vous voyez, je crois que c'est assez grand. Deux grands modèles. Le financement de l'infrastructure qui est assez fort, donc on peut considérer qu'en Suède et en Pays-Bas, c'est le cas, et donc la conséquence, c'est des péages plus bas. Et d'autres, France, Allemagne, qui sont plutôt orientés vers le soutien aux opérateurs de transport, quelle que soit la façon. Sont vraiment des éléments d'introduction au débat et de contexte. Deuxième, j'espère que ça va marcher. Ça marche. Alors celui-là est un petit peu plus compliqué. C'est juste pour voir si vous êtes bien attentifs. Je vous le laisse pendant un quart d'heure. Ce sont un peu les flux financiers. Bon, vous voyez que cette complexité méritera aussi de quelques éclaircissements tout à l'heure. En gros, on peut considérer qu'il y a 50% de contributions publiques sur les ressources de financement, si on enlève les retraites, que le déficit de financement, comme il a été dit ce matin, était de 2,5 milliards en 2013, dont 1,5 milliard de déficit structurel, et que s'il est à peu près conforme aux chiffres en Angleterre, et Paul Plummer nous en parlera peut-être tout à l'heure, il est beaucoup plus fort qu'en Allemagne. Troisième, ça doit passer, ça ne passe pas. Voilà. L'objectif de la réforme ferroviaire, c'est le ralentissement de l'endettement. Pareil, quelques comparaisons européennes. Les endettements restent forts et les réformes sont destinées à le réduire, en tout cas en diminuer l'accélération. Quatrième photo. Si on se met du côté des chiffres, avec le transport de voyageurs et pas la transport, on voit que la part du ferroviaire baisse comparativement aux autres modes de transport et que ça ne lasse pas d'inquiéter l'ensemble des partenaires du secteur. Et on va finir par le dernier qui va venir, si ça marche bien, voilà. Et la longue distance est en recul. Je pense que ce sera aussi un des éléments de discussion tout à l'heure, avec ses conséquences et la nécessité de
modifier, d'améliorer le modèle actuel. Voilà un peu pour ces quelques slides qui nous permettaient de prendre un peu en main la question. Nous avons invité Paul Plummer, qui est de Network Quail. Donc merci d'être venu aujourd'hui. Je vais vous poser une question très simple, Monsieur Plummer, et merci encore à Michel Savy de traduire. La question est, il y a 10 ans, vous étiez dans une situation, on va dire, assez difficile. Des accidents, une qualité du réseau très amoindrie, très faible, une performance de mauvaise qualité, des investissements vraiment très faibles. 10 ans après, on commence à dire que le système anglais est en bonne santé, en tout cas à retrouver des couleurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nous, Français ici réunis, qui sommes dans une situation, on ne va pas dire identique, mais en tout cas qui par certains aspects est similaire à ce que vous avez connu il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour retrouver un peu plus de vitalité, de qualité, de performance? Quelques leçons anglaises, si je puis m'exprimer ainsi. Thank you. Thank you for that. I'm pleased to hear that people think that the railway in the UK is in good shape. That certainly isn't how we were regarded some time ago. I think that we now all face a greater crisis in terms of the overall financial sustainability and affordability of the railways, and I'll describe some of the lessons I think we've come through that may be relevant. Je ne vais pas faire une traduction, d'abord la plupart d'entre nous comprennent bien, je vais faire une sorte de résumé en français. Donc il est content d'apprendre que les chemins de fer britanniques sont en bonne santé, toutefois il y a quelques problèmes financiers dont il va nous parler davantage. The first point is that I think our previous crisis helped us. We were, as you've heard, in a bad shape, and actually it forced us to confront some of the difficult issues, particularly about decades of underinvestment in the railway, and begin to reverse that underinvestment. Donc la situation mauvaise d'il y a 10 ans les a obligés à réagir, et notamment à corriger ce sous-investissement qui avait marqué le système britannique pendant des dizaines d'années. We also made some key changes in organisation, particularly bringing control of maintenance in-house and putting accountability for delivery into the regional routes within our business. That was a fundamental change in how we organised ourselves. Et donc il y a eu une réforme considérable de l'exploitation, avec aussi une gestion beaucoup plus rigoureuse de l'entretien et le développement des trafics régionaux. I think some of the key lessons are around growth and ultimately politics. So in the UK, we've seen growth across the whole of the railway of the order of 60% in the last decade, and that's continuing going forward. Politicians love to come and announce investments and improvements in the railway. They can't get enough of coming and visiting in high-vis jackets and being seen on television, opening railways in the UK. Donc effectivement, il y a eu une croissance de 60% du trafic ferroviaire dans tous les secteurs, du fait de cette nouvelle gestion, aussi d'une politique des transports, mais les responsables politiques préfèrent inaugurer des installations nouvelles. In order to get that mindset and that desire, then I think the important recognition is about the fact that investing in infrastructure is absolutely critical for the economy. And over the last decade in the UK, all parties have recognised that, and we've had an amazing political consensus about the need for investment. L'investissement dans les infrastructures est un problème primordial pour l'ensemble de l'économie, et au Royaume-Uni, il y a eu un consensus politique pour accentuer les investissements dans la dernière 10 années. So that's a good starting point for the conversations we're now having, but the reality is that those are increasingly difficult. We can justify substantial investment that makes a strong contribution to the economy, but we're now competing very heavily with other investments in roads, with other investments in health and education, even more so than before. Mais il faut pour autant justifier le rendement économique des investissements dans les transports, d'autant que la route est en compétition avec les autres modes de transport, mais aussi avec d'autres secteurs tels que la santé, l'éducation, etc.
So that political consensus is key, but I think one of the other sets of issues that is key is around the railway model, the structural model that we have. So we have separation between infrastructure and operations, but absolutely critical in that separation is you have strong collaboration between the different parts of the industry. It doesn't work without that collaboration. Donc il y a un consensus sur le modèle d'organisation du chemin de fer avec une séparation totale entre l'infrastructure et l'exploitation, mais ce qui suppose pour bien fonctionner une bonne coordination, une bonne entente entre les différents partenaires. A second issue is about the certainty of funding going forwards. So for quite a long time now, we have had 5-year regulatory periods which determined our income over the forward years and enable us to plan and invest against that certainty. Without that, the risk, as many of you will know in other countries, is that it's always tempting to cut today's maintenance in order to invest in things that are a little more sexy. Alors si j'ai compris, le système britannique est marqué par une période durable de 5 années de planification des dépenses dans lesquelles l'autorité de régulation, qui n'a pas les mêmes compétences qu'en France, joue un rôle de référence, et ce qui permet de résister aux tentations de réglages conjoncturels qui tendraient par exemple à diminuer l'entretien pour maintenir les investissements. Another issue I think that's been very powerful in that process is about transparency. Transparency can be very painful, but it is also incredibly powerful because what we have in the UK is a very explicit requirement for the government to say what it is they want from the railway for the longer term. So we can't be in a position where decisions about asset management are taken behind closed doors in a way that is not sustainable. Donc une des caractéristiques du système est aussi sa transparence exigée par le gouvernement qui veut savoir exactement ce que le système ferroviaire fera, et donc aucune décision d'investissement ou d'autres dépenses importantes ne peut se prendre dans un bureau fermé sans en rendre compte. And a key underpinning for all of that is the regulatory system we have. So the regulator in the UK does more than in other countries, as well as overseeing access and competition. They also effectively oversee our long-term contract and make sure that we have an efficient price, but also that we're not expected to do things that are unrealistic. Et donc une des caractéristiques, on le disait tout à l'heure, c'est le rôle du régulateur qui ne doit pas seulement veiller à l'ouverture du marché, mais aussi à l'établissement des contrats et à la tarification et donc à la trajectoire économique de long terme du système ferroviaire. I'll close with 3 of the key priorities that we see now going forward, having been on this journey. The first is about safety culture. As you've heard, our safety record is very good compared to pretty much any other railway, but actually that's not good enough. Particularly we are unsatisfied with our workforce safety, and we are driving a major program of safety culture improvement to really address that and to make sure that we don't get in a position where safety and performance is seen as a choice. Actually, good management delivers both safety and good performance. Donc un des points stratégiques, c'est la question de la sécurité. Aujourd'hui, les chemins de fer britanniques ont un taux de sécurité parmi les meilleurs dans les comparaisons internationales, mais ils se soucient notamment de la sécurité du personnel des chemins de fer. Il faut renforcer une véritable culture de la sécurité et établir que sécurité et efficacité économique ne sont pas antagoniques. The second issue is about continuous structured improvement. We now have the organisation structure and the industry structure to be effective. The mindset we're trying to generate now right across the business is about continuous improvement. So we are making things better every day on that journey, and it is no different to any other business that many other of you will be very familiar with. Deuxièmement, le système de gestion maintenant est établi. Donc il ne s'agit pas d'en changer les structures, mais de poursuivre un effort de progrès permanent, d'amélioration continue de son fonctionnement, comme dans d'autres domaines de l'économie. My final point is what we refer to as the digital railway. So we still operate and control the railway today with very old technology right across the world.
we still communicate with passengers and with our workforce and understand our assets with old technology. We're looking to radically accelerate investment in new control systems so that we can deliver growing railway more efficiently and safely for the future. Et le troisième point, c'est que les chemins de fer sont aujourd'hui gérés avec une technologie, une technique très ancienne. Il s'agit de développer le rail numérique en quelque sorte, que ce soit pour recommander la machine ou pour communiquer avec les passagers. Les nouvelles techniques de l'information donnent des outils très importants pour l'avenir. Thank you. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier Paul Plummer pour cet éclairage anglais. Je vais moduler tout de suite de moi-même le parallèle que je faisais tout à l'heure. Nous avons eu une croissance très forte, nous, des trafics TER, mais aussi des trafics longue distance en France. Donc le parallèle TER, par exemple, donc il n'y a pas de parallèle strict à faire, mais en tout cas, il y a des éléments ressemblants et d'autres qui ne le sont pas. Je vais demander à Gilles Savary à la fois de réagir et puis peut-être de redire un peu quelles sont ses priorités aujourd'hui au moment où on met en place cette réforme dont vous avez été rapporteur. On a entendu Paul Plummer dire transparence, réinvestissement, clarté des règles, la sécurité n'est pas anti-économique, au contraire. Tous ces éléments-là, il y en a certains qui sont dans la loi, il y en a qui ne le sont pas. Comment on avance maintenant, en décembre 2014, pour aller sur une amélioration du système? Oui, merci. Oui, à ce propos, j'ai pris un peu peur ces derniers jours. C'est pour ça que j'ai publié une tribune dans Les Échos. C'est que l'on considère que la loi aurait toutes les responsabilités dans la mise à flot financière du système ferroviaire. C'est peut-être une tentation de confort pour les pouvoirs publics, mais elle n'est pas suffisante. En d'autres termes, après avoir longuement observé les systèmes ferroviaires en Europe et le nôtre, je considère que le nôtre est d'abord victime d'un déficit de gouvernance publique. Si je peux m'exprimer de façon un petit peu plus rude, je pense que l'État est très défaillant dans la gestion de son système ferroviaire et qu'on cherche encore l'État stratège et qu'il est un peu trop facile d'impartir soit à une loi des vertus prométhéennes, soit de reprocher à des systèmes ou à des entreprises publiques que l'on ne pilote pas, ou du moins que l'on a renoncé à piloter, ses propres turpitudes. En d'autres termes, ce que nous avons mis dans la loi, les deux facteurs d'espoir pour rationaliser le système ferroviaire, c'est deux choses. La première, ce sont les contrats décennaux qui vont être mis en place avec RFF, SNCF Exploitation, Mobilité, et puis avec un contrat cadre qui va chapeauter tout ça. J'espère que ça sera l'esquisse de ce que les Allemands ont fait, qui s'appelle un master plan, notamment en matière d'investissement, qui vont les stabiliser et dissiper une fois pour toutes les injonctions contradictoires qui rendent la gestion de ces entreprises impossible. Injonctions contradictoires, par exemple, celle d'équilibrer les comptes et de récupérer les personnels de toutes les filiales en faillite, Sifrance ou Novatrans. On fait soit de la mobilité, soit du social. Mais on ne peut pas être à la fois la NPE et avec les files d'attente et une entreprise de mobilité à laquelle on demande d'équilibrer ses comptes. Injonction contradictoire, par exemple, en disant oulala, comme les Anglais, finalement comme les Anglais, qui eux ont fait l'erreur sur un réseau privé, mais nous on l'a fait sur un réseau public. On constate un jour que le réseau devient soviétique, c'est-à-dire que le jour d'avant il était formidable et le jour d'après il s'effondre. Il est dans un état déplorable, il va vieillir encore pendant de nombreuses années, malgré le fait qu'on ait mis beaucoup d'argent. Donc, mais on a dit en même temps, tout est GV. Avec aujourd'hui, d'ailleurs, toujours, pendant plusieurs années, Jacques Rapoport est là, il pourra éventuellement l'infirmer, 3 milliards à peu près d'endettement supplémentaire par an pour plusieurs années, alors que l'on nous dit qu'à partir du moment où il y a la loi, on va assainir le système ferroviaire. Je vous dis non. Non. Comme on continue 4 lignes TGV, comme chez moi, on continue même d'en dire qu'on en aura d'autres après, comme on va faire Lyon-Turin et que Lyon-Turin n'était pas dans le format de mobilité 21, je vous dis clairement que le système ferroviaire va continuer à s'endetter à un niveau où dans 2020-2021, on donnera 2 milliards par an aux financiers.
uniquement d'intérêts, 2 milliards. Vous voyez, il y a peu, c'était simplement le budget de renouvellement du réseau. Voilà, 2 milliards. Donc, moi, je dis qu'il faut mettre de l'ordre dans la tête de l'État. La question n'est pas de savoir si c'est public ou privé. On a à peu près les mêmes résultats que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, j'ai bien connu l'époque où ils avaient privatisé le réseau, où finalement on l'a laissé se dégrader, et où finalement ils l'ont réinvesti en remettant des subventions publiques. Bon, aujourd'hui, les subventions sont toujours insuffisantes, mais elles sont quand même à un niveau considérable pour le système ferroviaire. Considérable. Et donc, il faut que l'État fasse des choix et soit clair dans ses priorités. Je suis de ceux qui pensent qui attend beaucoup des contrats décennaux révisables tous les 3 ans. J'espère qu'ils seront des stabilisateurs automatiques et qu'ils donneront un peu de visibilité aux managers des outils publics que sont SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Enfin, un peu de stabilité au-delà de 3 semaines, qui pouvait toujours être l'horizon de l'aléa en cette matière. Deuxième chose, j'ai essayé de définir une clause prudentielle et on est en train d'y travailler avec Emmanuel Macron qui vise à dire, parce que de quoi a souffert le système ferroviaire? D'énormément de clientélisme. Mais pour le meilleur et pour le pire. Moi j'ai été élu local, donc on m'a même promis, moi, une gare TGV dans un village de 2500 habitants, qui s'appelle Capsieux. Gare TGV dans un village de 2500 habitants, au cœur de la lande, avec une densité extrêmement faible. Bon, c'est ça, quelque part, qui aujourd'hui pose problème sur le système ferroviaire, et, parce qu'il a été géré en dehors de tout modèle économique. Tant qu'on a beaucoup d'argent pour faire l'équilibre par la subvention publique, ça va. Mais quand on commence à en avoir moins, je dis que les clignotants sont au moins à l'orange. Et on sait que l'État ne sera plus jamais l'État qu'on a connu lors des 30 Glorieuses. Donc il faut peut-être mettre de la rationalité dans le système. Donc la clause prudentielle, elle est de dire, ceux qui veulent, si les politiques veulent des projets non rentables, ils ont le droit parce qu'ils sont légitimes. Mais à ce moment-là, c'est le contribuable qui paye, ce n'est pas le système ferroviaire. Ni l'usager, ni l'endettement du ferroviaire. Actuellement, ça n'a pas été l'usager non plus. L'usager paie très peu. Ça a été le moins possible l'État. Et donc, c'est le plus possible RFF, qui est une société de cantonnement de la dette, qui n'avoue pas son nom. Le système ferroviaire est à 44 milliards au total. RFF doit être à 37. Et on a même financé, et on l'a fait malgré nous, et Philippe Duron, Dieu sait si ça a été pour lui une obsession, une année erratique d'écotaxe en se faisant refinancer par RFF. Donc ça, il faut que ça cesse. Bien, il faut arrêter de parler de système ferroviaire et de dire qu'il faut que ce système se stabilise. Donc je pense qu'il y a la pierre est dans le jardin de l'État. J'ajoute, et je termine, pour dire que c'est d'autant plus important de se poser ces questions stratégiques que je me suis fait ma petite étude personnelle de tarifs au départ de ma région. Et c'est une évolution nouvelle. C'est pour ça que j'ai pris la parole l'autre jour dans les Échos, parce que je n'avais pas cette appréciation des choses il y a 3 ans. Un aller-retour Bordeaux-Lyon. Par Air France, c'est 1h10. J'ai pris les tarifs. Le tarif minimum est à 434 €, le maximum à 600 €. Air France. Le train, 6h18, pour aller de Bordeaux à Lyon, c'est entre 195 € et 322,40 €. EasyJet, 1h10, c'est entre 140 € et 244 €. Vous avez entendu, EasyJet entre 140 et 244, le train 6h18 entre 195 et 322. Et encore, je suppose, et je n'ai pas fait le calcul, que ce que l'on paie au train est très très peu de son coût de production. Très très peu de son coût de production. Et le covoiturage, je termine, c'est entre 60 et 80 €. Donc tout est dit, on a changé d'époque, et le modèle économique du train devient extrêmement difficile à soutenir, sauf pour aller dans les agglomérations. Et donc il faut absolument qu'on ait ça en tête, et que l'on ait une stratégie d'État qui se stabilise. Vous auriez pu rajouter le futur tarif de l'autocar dans ce paysage? J'aurais pu rajouter les futurs tarifs d'autocar, et donc j'ai acquis la conviction que le chemin de fer n'était absolument indispensable que pour aller dans les cœurs d'agglomération, et que pour tout le reste, il est aujourd'hui challengé par des modèles économiques radicalement nouveaux, et que c'est à cette aune que nous devons reconsidérer notre stratégie ferroviaire. Ça ne sera pas éternellement de dire à l'État, vous compensez en subvention l'écart croissant entre ce que j'appelle la résilience low cost de nos concitoyens,
c'est-à-dire le fait qu'ils se débrouillent à être tout aussi mobiles ou plus encore, mais à des coûts plus importants, et un chemin de fer qui garde des coûts très importants, des coûts de production, pour des raisons simples, c'est une industrie lourde, et donc il faut qu'on prenne soin de la prescrire là où elle est bien adaptée et pas ailleurs. De ce point de vue-là, Guillaume Peppier a eu raison de faire de son groupe un groupe de mobilité. Je sais que ces cheminots ne le comprennent pas en disant il fait rouler des voitures, il fait des bus, mais s'il ne fait pas ça, alors là, il est clair qu'il va dans le mur. Voilà ce que je voulais dire. Et donc je pense qu'il y a des challenges tout à fait importants qui ne tiennent pas uniquement à la loi, qui tiennent aussi à notre lucidité stratégique et au courage de dire là on fait du bus, là on fait du train, et parce que là c'est la prescription du train, là on le subventionne, là on ne le subventionne pas, parce qu'il y a autre chose ou un autre mode de transport qui est tout aussi efficace. Et en d'autres termes, on ne devrait plus avoir un ministère des Transports, mais on devrait avoir un ministère des Mobilités. Est-ce que vous nous expliquez en résumé que pendant ces 3 ans où on s'est focalisé sur une réforme de structure, l'État, les politiques n'ont pas suffisamment avancé parallèlement pour améliorer leur gouvernance et leur choix ? Écoutez, M. Dansard, moi j'ai des cheveux blancs, et donc on vieillit tous, et on garde des modèles anciens. Hein, on a toujours un temps de retard sur les évolutions de la société. C'est spécialement vrai ces dernières années. Moi, ça m'a beaucoup saisi dans le problème des mobilités. Ça s'est extraordinairement diversifié. On est passé du modal à l'intermodal. La réflexion modale cloisonnée est, à mon avis, totalement obsolète. Totalement obsolète. La question de savoir si on a une politique ferroviaire ne devrait pas se poser. Ce qui devrait se poser, c'est de savoir quelle politique de mobilité on a. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai introduit un amendement dans une loi sur la logistique pour le fret, parce que je pense qu'il faut l'aborder par la marchandise et pas simplement par je vais faire du fret ferroviaire, désincarné de tout à tel endroit, sans savoir quel est le modèle économique. Je pense qu'il faut qu'on revisite complètement notre façon de voir les mobilités, complètement. Donc il y a l'intermodalité, il y a la résilience low cost, c'est-à-dire c'est de plus en plus cher, donc on invente de plus en plus de modèles qui nous permettent de voyager tout autant mais moins cher, dont le covoiturage. J'étais très impressionné, je ne sais pas que vous avez eu Laure Wagner ce matin. Quand vous voyez Laure Wagner, vous dites voilà la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on a vieilli, c'est formidable. Je l'ai écouté l'autre jour, c'est formidable. Vous voyez qu'il faut qu'on reconsidère complètement notre façon de voir les choses. Merci Gilles Savary. Jacques Oxiette, de votre point de vue d'autorité organisatrice et de passionné du ferroviaire, votre constat sur l'état du ferroviaire est sévère. Aujourd'hui que la loi est votée, vous dites... qu'est-ce que vous dites ? On est là plutôt pour parler de ferroviaire, mais si je m'occupe un peu de ce secteur-là au titre de l'ARF, en tant que président de région, mes réflexions sont plus larges. Je ne sais pas si vous savez, mais on a aussi des préoccupations aéroportuaires, de transfert d'un aéroport dans la région. On a aussi un projet d'autoroute au sud de la Vendée. Et puis, on a aussi un port, Saint-Nazaire. Et bien évidemment, les questions ferroviaires nous préoccupent aussi dans un ensemble de mobilité. Et la préoccupation, y compris à travers cela et dans le prolongement des excellentes discussions qu'il y a pu y avoir ce matin, la préoccupation, c'est aussi l'accessibilité, globalement, d'une région qui se trouve à l'ouest de la France. Mais c'est aussi, et je crois que c'était un peu au cœur d'une partie des réflexions de ce matin, c'est aussi des projets pour la croissance et l'emploi. Des projets pour la croissance et l'emploi. Par conséquent, le débat que je vais aborder maintenant s'inscrit dans cet ensemble-là. Moi, on a survolé ce matin, et Gilles connaît mieux les choses que moi, une question qui est quand même au cœur de la situation que l'on connaît en France. Et je voudrais inviter tous les participants à relire les déclarations à l'Assemblée nationale de février 1997. Février 1997, c'est le moment où le gouvernement de l'époque, c'était M. Ponce et M. Juppé, ont décidé la création de RFF avec les séparations dont on vient de corriger à travers la loi aujourd'hui un certain nombre de dysfonctionnements 17 ans après.
Mais si j'interviens là-dessus, ce n'est pas pour avoir des cheveux blancs ou être archaïque, c'est simplement parce qu'on oublie dans les débats d'aujourd'hui sur l'équilibre du système ferroviaire, et tu viens de le rappeler, la cause pour l'essentiel. Et à l'époque, le ministre de l'époque, devant la représentation nationale, a clairement indiqué que cette création de RFF entraînait l'obligation pour l'État d'assurer chaque année le remboursement de la dette. Je regrette, mais quand je vois toutes les analyses des experts, et ils sont nombreux, à s'exprimer sur les solutions à apporter aujourd'hui au système ferroviaire, y compris en supprimant 10 000 km de voies ferrées, etc. Je ne dis pas qu'il faut continuer, etc. Je suis d'accord pour regarder les choses d'un peu plus près. Mais je pense que ceux qui ont aujourd'hui la compétence de porter des analyses, je pense notamment à la Cour des comptes, en la matière, oublient ces fondamentaux. Or, ce que je dis là, ce n'est pas du tout un discours partisan, puisque tous les gouvernements, depuis 1997, ont complètement ignoré les engagements que le gouvernement de l'époque avait pris devant la représentation nationale et au-delà de la séparation qui justifiait cela. Je pense qu'il faut le dire, cela. Et prolongé par, alors je ne sais pas d'où vous avez pris ces tableaux tout à l'heure du financement de l'infrastructure, on a débattu de cela aussi un peu au conseil d'administration de RFF. Moi j'ai regardé ce que tout le monde peut avoir en la matière, un rapport de la Commission européenne qui date du mois de juin. Alors je ne parle pas des travaux neufs, hein, je parle du financement. Alors où ce rapport de la Commission est mauvais, auquel cas il faut l'analyser et le dire. Mais dans le rapport de la Commission européenne de cette époque-là figure la part des investissements d'État sur le financement de l'infra. Je parle uniquement de l'infra. Et donc, on constate que dans ce rapport que la France est à 31% du financement de cela, selon ce rapport. Hein. Je cite mes sources, tout le monde peut les retrouver. L'Angleterre est à 60%. Et la moyenne est autour de 50%. Autrement dit, et je pourrais compléter par un exemple d'actualité, et on voit la créativité en matière de sémantique pour transformer en 2008 une dotation qui était faite pour justement diminuer le désendettement et assurer en partie le financement du renouvellement, ça c'était explicite dans les dotations de l'État, de transformer ça habilement en une redevance d'accès. Et avec toute une pression qui est faite aujourd'hui pour que cette redevance d'accès disparaisse et soit uniquement transformée dans des dotations aux régions, et on sait ce que deviennent les dotations. Autrement dit, il y a fondamentalement, et ça n'enlève rien aux observations qui ont été faites que je partage, sur la nécessité de bouger, de ne pas faire tout et n'importe quoi, comme on a sans doute tous les uns et les autres un peu fait. Mais de considérer qu'il est illusoire, intellectuellement malhonnête, politiquement dangereux, de considérer que le système ferroviaire, et l'exemple anglais l'illustre, peut fonctionner, je parle de l'infrastructure, sans financement public. Sans financement public. Et à un niveau qui permet bien évidemment à la fois le renouvellement, à la fois de mettre à l'État et éventuellement de faire un certain nombre d'extensions. Or, tous les discours d'experts et parfois de politiques consistent à tout faire, je suis à côté de parlementaires, pour faire en sorte que les dotations soient les plus réduites possibles. Et on a quelques exemples. Donc je pense que cet élément-là, et ça ne résout pas le problème en le constatant, est bien évidemment essentiel de revenir quand même à quelques fondamentaux de base. Dernier point, dans le prolongement de tout ce qui a été dit ce matin et ce que les uns et les autres ont évoqué, je pense effectivement, et on l'a évoqué à l'ARF récemment, où on enclenche même une étude, y compris avec RFF et avec la SNCF, pour regarder la réalité du modèle économique tel qu'il se pose à nous aujourd'hui. Premier point, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les fondamentaux de base sont ceux que l'on connaît aujourd'hui et ils sont irresponsable, encore une fois, de laisser croire, y compris dans les débats budgétaires au Parlement, que l'on va réduire tout cela, et c'est une évidence et c'est d'actualité. Deuxième chose,
que l'on connaît également, c'est que l'amélioration du système ferroviaire en tant qu'entreprise ferroviaire est bien évidemment à l'ordre du jour et encore plus nécessaire par rapport à la réalité, non pas sur le dos des cheminots, je salue les responsables syndicaux que je connais aussi un peu de temps en temps, c'est faire en sorte que l'organisation, comme toute organisation industrielle, puisse mettre en œuvre des gains de productivité et que ces gains de productivité se répercutent immédiatement sur la note aux régions. J'étais hier soir en discussion avec la directrice régionale de la région pour examiner les conditions du financement pour l'année 2015, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas des choses abstraites et les sommes ne sont pas totalement négligeables. Pour une région comme la région des Pays de la Loire, c'est un peu plus de 190 millions couverts seulement à 50 millions d'euros par les voyageurs. Donc le solde, c'est autour de plus de 140 millions d'euros. Et c'est uniquement du fonctionnement, à un moment où on connaît les dotations et les finances des régions. Donc situation historique. Problème de la performance industrielle de l'opérateur. Baisse du trafic. Baisse du trafic. C'est une réalité de l'ordre de 4% sur les 2 dernières années. Donc là aussi, le modèle pèse sur le modèle économique. Et puis ce que l'on a entendu ce matin, covoiturage, et puis accessoirement, ce qui va, je crois, être présenté en Conseil des ministres demain, sur la libéralisation ou la dérégulation du transport par car. Moi, je ne suis pas du tout totalement archéo, ne va pas s'opposer au covoiturage et pas s'opposer non plus, en tout cas c'est ma position, c'est la position de l'ARF qu'on a exprimée, au fait que si les cars permettent de remplir un service meilleur, on l'utilise. C'est déjà le cas. On oublie de le dire aussi, il y a environ 30% des voyages qui se font en car et on n'a pas attendu la loi Macron pour s'apercevoir que si on pouvait transférer cela sur route, on le faisait. Par contre, et moi j'attire l'attention de tous ceux qui sont ici, sur le fait de considérer, et je sais que sur le dernier point d'écart, il n'y a aucune règle telle que c'est semble-t-il annoncé pour pouvoir réguler cette possibilité. Encore une fois, je ne discute pas de façon dogmatique, mais simplement sur le fait que moi je souhaite, et l'ARF l'a écrit, que ce soit les régions, je ne dis pas la région, les régions, puisque ça peut être interrégional, qui puissent au moins être considérées comme autorités organisatrices par rapport à la responsabilité qu'elles ont aujourd'hui sur les TER et peut-être demain sur les transports interurbains, parce que c'est quand même un peu gros, monsieur le rapporteur de la loi, de ne pas avoir introduit dans la loi le règlement OSP de 1997, c'est-à-dire de rendre possible l'ouverture à la concurrence à l'intérieur du système ferroviaire, et puis que quelques mois après, c'est pas vieux ça, c'est du mois d'août, quelques mois après, organiser à travers la loi, ce qui est envisagé, la concurrence intermodale. Donc là, il y a quand même un manque de cohérence, et encore une fois, je ne suis pas fanatique de l'ouverture à la concurrence, mais simplement, il y a des règles européennes qui devraient pouvoir s'appliquer au moins comme rendant possible cette réalité, comme c'est le cas dans tous les pays européens. Et dernier point, oui. Qui n'a pas été évoqué, je me permets de l'évoquer, on l'a évoqué à l'ARF, c'est qu'on voit bien, au-delà du modèle économique, c'est le modèle d'organisation de l'urbanisme dans les villes, où, dans les années 60-70, tout a été fait dans la plupart des villes pour essayer de faire en sorte qu'on, non pas on interdise, mais on limite l'usage de l'automobile en ville. D'où le débat sur les parkings en centre-ville, les voies sur berge, les 2x2 voies qui pénétraient dans les villes, etc. Et on voit quand même apparaître, à travers les 2 points qui sont les cars et le covoiturage, l'idée que désormais, je pense que c'est une tendance qu'il faut regarder de près pour les urbanismes et pour ceux qui ont la responsabilité de la vie dans les villes. Je pense qu'il y a là une inversion par rapport à ce qu'on a connu depuis les années 70. Merci Jacques Oxiette. Juste avant de donner la parole aux opérateurs, je voudrais avoir la réaction de Gilles Savary qui a été interpellé sur cette question de la concurrence. Il n'y a pas de cohérence ? Non, mais je crois que Jacques Oxiette a raison. Moi, j'ai dit que j'étais favorable à l'ouverture à la concurrence de façon expérimentale. Il y a très longtemps, je continue à l'être, à l'intérieur du système ferroviaire. Bon,
quand on a voté la loi, il y avait des fumerolles un peu partout autour, et le gouvernement n'a pas souhaité qu'on aille jusque-là. S'il m'avait dit on présente un amendement, je n'aurais pas eu de difficulté. Je pense que là où Jacques Oxiette a fortement raison, c'est que ouvrir l'écart sans ouvrir à l'intérieur du système ferroviaire me semble un peu problématique. Ou du moins, ça procède d'une volonté d'épouser plutôt le darwinisme que la réforme, puisqu'il y a des résistances à la réforme dans le système ferroviaire, on se dit qu'après tout, on le réformera de l'extérieur. Voilà. Mais je trouve que ça n'est pas très satisfaisant, et si le corps social et les partenaires sociaux étaient plus raisonnables et n'étaient pas sur des postures, on aurait pu, je pense, donner beaucoup plus d'avenir au système ferroviaire plutôt que d'en passer par ces détours. En tout cas, je pense effectivement qu'il aurait été intéressant, sur les TET en particulier, puisque l'État est maître d'ouvrage, d'ouvrir un certain nombre de lignes à la concurrence pour voir si, après tout, des opérateurs privés faisaient mieux. Je vous rappelle que nous sommes un pays extraordinaire. Notre opérateur public est en monopole légal et présent sur tous les marchés d'Europe. Où ça va très bien d'ailleurs, on l'a dit, en Angleterre et ailleurs. Et deuxièmement, nous avons une entreprise ferroviaire privée qui est interdite de ferroviaire en France, qui est présente elle aussi sur tous les marchés d'Europe, c'est Transdev. C'est un système totalement schizophrène, et la schizophrénie est une maladie grave. Merci Gilles Savary. Vous avez à côté de vous Alain Tauvette, donc, qui représente l'AFRA, les opérateurs dits alternatifs. La question est, vous avez entendu beaucoup de choses sur la concurrence, sur la performance du système ferroviaire. Quelle contribution vous pouvez apporter à ce système ferroviaire dans sa dimension économique et financière? Est-ce que c'est aiguillonner l'opérateur historique? Est-ce que c'est faire baisser les coûts? Est-ce que c'est améliorer la qualité? Quels sont les leviers? Quelles sont vos contributions à ce système? Je vais juste revenir sur un truc ou deux avant de répondre à la question. Ma définition de ce que M. Savary expliquait, que les choses n'ont pas évolué, pour moi, c'est le chemin de fer est resté statique. On ne bouge pas. On n'a pas bougé. Le système n'a pas bougé. On se contente du système qu'on a. Et on pourrait faire un parallèle avec une autre industrie qui s'appelle la téléphonie, qui est à peu près aussi vieille. Et voilà 10 ans, qui est-ce qui croyait que ça existerait, ces trucs-là? Et aujourd'hui, tout le monde en a un. Alors, si on fait le parallèle, on a commencé par donner des coups et montant dessus, en quelque part sur l'île de Saint-Jean-Terre-Neuve, dans mon coin, quoi. Et quand on regarde le chemin de fer, oui, on fait le train à grande vitesse, oui, on fait plein de trucs, mais on n'a pas évolué. Alors, on est entre... Tantôt, on parlait de Blablacar, on parlait de toutes sortes de trucs, de covoiturage, de cars. Mais il y a un vide à combler, mais il y a aussi comment est-ce que, dans le monde d'aujourd'hui, on transporte les gens. Alors, on n'est pas rendu encore à l'ère de la téléportation, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra y arriver, à bas coût, d'ailleurs. Mais entre maintenant et là, il faut faire quelque chose. Et il faut faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, ce n'est pas strictement une question de... Et c'est là que je vais arriver à la transparence. Ce n'est pas nécessairement une question de dire qu'il y a seulement qu'un groupe de personnes qui a un rôle à jouer. Nos partenaires sociaux ont un rôle à jouer. Notre fournisseur de sillons a un rôle à jouer, le gestionnaire d'infrastructure. La société d'État a un rôle à jouer, le gouvernement a un rôle à jouer. Alors, il faut travailler ensemble pour y arriver. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas. On ne réussira pas à faire bouger les lignes. Nos partenaires sociaux, si on ne leur parle pas, jamais qu'ils vont bouger. Il faut être capable de se parler, se regarder dans les yeux et se parler. Alors, il y a du boulot aujourd'hui, il y en aura demain. Alors, mais il faut le faire. Et quand on parle de transparence, il faut parler de transparence dans le système, transparence des coûts, comment on travaille ensemble pour réduire les coûts et améliorer la performance du système. Parce que quand on parle de n'importe quel mode de transport, à la fin du compte, c'est comment tu utilises tes moyens qui fait la différence. Alors, plus tu utilises tes moyens, moins ça coûte cher. Alors, une rame TGV qui fait un voyage aller-retour par jour, comparé à la même rame qui ferait 2 ou 3 voyages par jour, on ne parle plus des mêmes économies.
Et là, on ne parle pas du conducteur, on parle de la rame TGV. Alors, il faut changer notre modèle. Il faut avoir un système qui est performant, qui nous permet de s'adapter aux choses qu'on a besoin, qui nous permet aussi de dire, dans certaines périodes de la journée, il ne faut pas faire de train, il faut plutôt faire du car. Il faut se remettre en question et se questionner là-dessus et ne pas avoir peur. Si on a peur, on va rester où on est. On ne bougera pas. Alors, après, ben, c'est plus facile de me dire, ah, c'est bien facile à dire. Ben oui, c'est facile à dire, mais aussi, il faut le faire. Et je vais me servir de Paul pour un instant. On parle de l'Angleterre, mais l'Angleterre se remet aussi en question. Et Paul fait partie d'un groupe. Et ce groupe remet en question les fondements profonds du chemin de fer. Tantôt, il a parlé de la digitalisation, mais il n'y a pas que ça. On regarde tout. On regarde comment on forme, même au point de vue de comment on va remplacer les employés qu'on a aujourd'hui, comment on va former les employés du futur, quel genre de formation ils auront, comment on va adresser la sécurité. On passe à travers, je peux vous en parler 3 heures, mais on passe à travers de chacune de ces étapes pour se poser la question, on dévoue du temps, on va jusqu'au fond des choses et on vient avec des recommandations qui sont faisables, pas des infaisables, des choses faisables. Que peut-on faire aujourd'hui versus que peut-on faire plus tard? Et il faut commencer. On va revenir après sur un certain nombre d'éléments. Guillaume Pépi, on a balayé plein de choses. On a balayé la question d'investissement et de la politique d'État. Hein. On a balayé la question d'organisation, c'est-à-dire concurrence intramodale, intermodale. Et puis la question du système ferroviaire lui-même, de sa performance, de sa productivité. À la tête maintenant de l'EPIC de tête et de l'opérateur de mobilité. Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est la diversification à l'intérieur du groupe SNCF avec plein de moyens, pas seulement ferroviaire? Ici, on parle ferroviaire, mais est-ce que c'est une diversification forte sur les modes de transport? Quelles sont vos priorités aujourd'hui à la tête de ce nouveau groupe ferroviaire? Le tout en 2 minutes. Hein. 1 minute 30. 1 minute 30. Bon. On a du temps. Bonjour à tous. Non, je trouve que la table ronde fait apparaître vraiment les bonnes questions. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gilles Savary. Nous, avec Jacques Rapoport qui est ici, on a 2 priorités qui surpassent toutes les autres et elles sont connues de tout le monde dans cette salle. C'est 1, le réseau existant qui a vieilli et dont la sécurité est notre préoccupation numéro 1, et on ne le dira jamais assez par rapport à toutes les questions de développement du réseau, et c'est valable évidemment pour le fret ferroviaire comme pour les voyageurs. Hein. En ce moment, la question qui nous obsède, c'est celle du réseau capillaire de fret en France. Alors évidemment, le réseau capillaire de fret, il n'est pas en train d'hurler à la mort. Mais s'il n'est pas modernisé, ça veut dire qu'il y a entre 20 et 30% des trains fret français qui se retrouveront sur route. Et on n'est pas en train de parler de milliards, on est au pire en train de parler de dizaines de millions. Et puis la deuxième priorité, ce sont les transports de la vie quotidienne, parce que ce que nous disent tous nos clients, c'est qu'on ne comprend pas dans un pays comment on est capable de rouler à 320 km/h entre 2 métropoles régionales, et pourquoi le transport local est aussi décranté par rapport au transport à grande vitesse. Et donc là-dessus, il n'y a pas de mystère. Réseau existant, transport de la vie quotidienne. Et dans transport de la vie quotidienne, le mot transport veut dire qu'il n'y a pas que le train. Notre origine est le train, mais on est devenu, comme l'a dit Gilles Savary, on est devenu un groupe de mobilité, donc un groupe multimodal et international. Donc, vous souhaiteriez pouvoir aller au bout de cette logique d'ouverture, de concurrence de l'ensemble des modes, avec l'ouverture des lignes de car interrégionales, avec la concurrence très vite à l'intérieur du mode ferroviaire? Moi, ce qui m'a frappé, je réponds à cette question, ce qui m'a frappé depuis ce matin, hein, c'est que le diagnostic qu'on a effectué depuis ce matin, franchement, je suis sûr que depuis ce matin, on a été meilleur qu'il y a 2 ans, et meilleur qu'il y a 4 ans, et meilleur qu'il y a 6 ans. Mais le sujet, ce n'est pas aujourd'hui de faire le diagnostic, c'est la capacité dans notre pays à faire les vrais choix. Les 4 ou 5 choix qui sont absolument indispensables, les choix d'investissement, les choix, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire. Donc la question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas. La deuxième chose, c'est le mode de financement de l'infrastructure. Tout le monde sait que le ferroviaire ne peut pas financer les investissements ferroviaires, alors qu'est-ce qu'on fait ?
On choisit un système allemand, on choisit un système à l'anglaise. Il y a plusieurs systèmes en Europe, mais on ne reste pas entre les deux. Et puis, puisque vous évoquez la question de la concurrence, moi j'ai le souvenir d'avoir dit, c'était au Conseil économique et social au tout début des assises du ferroviaire, il y a maintenant presque 4 ans, c'est évidemment pas aux opérateurs de dire là-dessus quelle est leur recommandation politique. En revanche, moi j'ai dit de la façon la plus claire qu'en tant qu'opérateur, nous ne demandons pas que la date de la concurrence soit repoussée. On l'a vu à propos du fret ferroviaire, à chaque fois qu'on repousse une date d'arrivée de la concurrence, le choc pour une entreprise historique et une entreprise publique est encore plus difficile. Et donc ça signifie que nous avons toujours demandé aux législateurs de nous dire quelles étaient les étapes qu'ils souhaitaient voir franchir pour que nous puissions, le jour venu, dans une situation de concurrence, être, on va dire, correctement placés. Si j'en reviens aux priorités que vous édictiez tout à l'heure, aujourd'hui, votre priorité, c'est d'être performant sur des nouvelles offres pour résister à des concurrences nouvelles. On parlait depuis ce matin de Blablacar qui obsède un peu tout le monde, ou c'est de consolider des trafics qui sont économiquement menacés parce que les AO n'ont plus d'argent. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? C'est du développement, c'est de la consolidation, c'est de la réduction de coûts? Ce que sont les priorités, c'est ce qui a été dit depuis ce matin sur les clients. Et il faut se mettre dans la tête, ça a été dit il y a quelques minutes, il faut se mettre dans la tête que le train n'est plus seul au monde aujourd'hui sur la longue distance en France. Il y a 5 ou 10 ans, le train se vivait comme seul au monde, en disant l'avion c'est fini et les voitures c'est en train de mourir à cause de l'insécurité, de l'asphyxie, de la pollution, etc. Le monde a complètement changé. Aujourd'hui, nous sommes sur tous les créneaux, nous sommes dans l'autocar et le car est de retour. Nous sommes dans l'autopartage et l'autopartage, on est au début de l'histoire parce qu'on voit par exemple aux États-Unis que la voiture individuelle n'est plus aujourd'hui une voiture individuelle. C'est un bien qui va être de plus en plus partagé. Et on le voit en France puisque nous avons créé des sociétés de partage de voitures, WeCar par exemple, Trip and Drive sont des sociétés qui font partager la voiture individuelle à d'autres personnes. Et enfin, sur les compagnies aériennes à bas coût, il y a un chiffre qui n'a pas été cité, donc c'est le seul chiffre que je me permets de citer. Sur beaucoup de nos relations, on prend par exemple un Paris-Genève. Le prix de péage que nous payons sur Paris-Genève est égal au prix d'EasyJet, au prix du billet total. Ce qui veut dire que le simple coût de l'infrastructure représente exactement le prix du billet du concurrent. Donc oui, le train est menacé sur, on va dire, une partie de ses fondements. Et donc, pour terminer et être court, nous avons des efforts d'efficacité à faire. Avec Jacques Rapoport, on s'est engagé à faire toutes choses égales par ailleurs, 1 milliard d'économies dans le nouveau groupe, 500 millions sur la productivité entre guillemets de la maintenance et 500 millions sur la productivité de l'opérateur. Mais on voit bien que même en faisant cela dans les prochaines années, on n'est pas à la hauteur des enjeux qui ont été mentionnés, qui sont les enjeux de la dette et qui sont les enjeux des investissements à fournir. Donc ça serait mentir aux gens que de dire il faut et il suffit que les opérateurs soient plus efficaces pour que le système s'équilibre. Ça ne suffira pas. Les efforts de ça ne suffira pas, et de loin, et de loin. Et donc, il ne faut pas confondre le fait et la poule là-dessus. Hein. Bien sûr qu'on a des efforts à faire, mais ramener le problème du ferroviaire français à une, entre guillemets, sous-productivité de la maintenance ou des opérations, c'est une blague. Donc, quand une autorité organisatrice, en l'occurrence celle des Pays de Loire, veut maintenir du ferroviaire pour des tas de raisons politiques, d'aménagement du territoire, etc., et que les budgets ne sont pas là, comment on fait, Jacques Oxiette? Je crois que c'est le rôle des responsables, quels qu'ils soient, de faire un certain nombre d'arbitrages. Et je vous dis, j'ai commencé à faire ça hier soir avec la directrice régionale, donc c'est pas quelque chose d'abstrait. Donc on réduit... Permettez-moi de rajouter au débat, parce qu'on a posé des problèmes, mais il y a peut-être des exemples de solutions. On m'a donné le résultat du référendum qui s'est passé en Suisse le 9 février 2014. Donc ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est cette année. Et l'objet, c'était les conditions de financement
du réseau en Suisse. Et à un moment où en France, on débat de la réforme des collectivités locales, du financement, de la clause de compétence générale ou pas, du financement, un seul financement pour un seul objet. Enfin, c'est des débats un peu théoriques et abstraits que l'on a actuellement. Et puis quand on regarde ce que les Suisses ont adopté, c'est tout à fait le contraire. Y compris par rapport à ce que l'on dit, il ne faut jamais affecter une recette, ou très rarement, sauf le VT, pour une dépense. Là, ils ont fait le contraire, ils l'expliquent. Et le résultat, je vous dis ça très rapidement, mais je pense que tout le monde peut avoir ces éléments-là, c'est que pour le financement, qui a été validé par un référendum, 62%, le budget ordinaire donc, représente 48%, donc ça c'est la fédération, les cantons 7%, les impôts fédéraux 5%, la hausse du prix du sillon 7% de la masse nécessaire, les impôts sur les huiles minérales, enfin c'est donc les taxes sur les produits pétroliers 7%, la TVA 6%, la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 20%. Autrement dit, il y a un bouquet qui traduit le fait que, la priorité dans l'aménagement du territoire suisse, c'est le ferroviaire, enfin, c'est entre autres le ferroviaire, mais également pour financer cette infrastructure, ben voilà une réponse. Alors je sais qu'à un moment où, et j'ai donné quelques exemples tout à l'heure dans la région dans laquelle je suis, où les questions de légitimité se posent. Je ne suis pas un fanatique du référendum comme c'est une pratique en Suisse, n'est-ce pas? Mais je dis qu'à un moment où tout le monde veut tout avoir et plus personne ne veut rien payer, je pense que des exemples comme celui-là, et ce n'est pas un système totalitaire, la Suisse, hein, et il y a des voitures aussi en Suisse, il n'y a pas que des trains. Hein. Donc je pense que ça doit aussi nous permettre éventuellement de réfléchir au fait qu'actuellement, il y a des pays où il y a un peu de créativité, où aussi les gens se parlent peut-être pour considérer que les yakas, les faucons, ça ne règle pas les problèmes, mais que parfois, il faut que tout le monde se mette autour de la table, y compris pour financer ce que l'on considère comme étant important. Ça n'empêche pas toutes les observations qui ont été faites par les uns et par les autres. Gilles Savary, on entend que les économies de productivité ne suffiront pas, que les gains que la réforme ferroviaire va produire seront certes importants, 1,5 milliard, mais ne suffiront pas non plus, que l'État et les collectivités n'ont plus d'argent. On est dans l'impasse et on doit se résigner à un certain nombre de situations, voire de réduction d'offres. Oui, enfin, que l'État et les collectivités n'ont plus d'argent, je voudrais quand même dire ici... Elles affirment n'avoir plus d'argent, en tout cas. Il faut que ce soit dit que le niveau global de subvention au système ferroviaire français n'a jusqu'à présent pas été touché par la régulation budgétaire. Je dis global. On est resté à des niveaux extrêmement élevés, même qui ont plutôt progressé qu'ils ont régressé. Donc c'est une machine qui est très fortement subventionnée, autour de 12 à 13 milliards par an. Tout compris. Tout compris. Que ce soit en termes de subventions d'État ou en termes de subventions régionales, subventions au système de retraite ou subventions à l'infrastructure. Bon, voilà. Donc d'abord, il faut tuer dans l'œuf cette idée selon laquelle il n'y aurait pas assez d'argent public. C'est un des rares secteurs épargnés. Un des très rares secteurs épargnés. Voilà, il faut le dire. Peut-être, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, je crois qu'il faut le dire. Deuxièmement, je l'ai dit, je pense que ce qui va être tout à fait décisif, c'est les choix publics, en particulier d'investissement et de services. Hein, d'investissement et de services. Je pense qu'aujourd'hui, le système ferroviaire en a besoin, et la loi est un cadre pour effectuer des choix politiques, elle ne se substitue pas à des choix politiques. Donc, de grâce, que l'on ne nous explique pas, et je ne l'ai jamais fait, même au plus chaud des événements sociaux, que la loi va régler tous les problèmes de financement si on fait les mauvais choix. Donc je crois que c'est extrêmement important qu'il y ait une régulation publique importante, enfin une meilleure régulation publique, et qu'elle soit dans une perspective intermodale. Est-ce qu'il faut y mettre une dose de concurrence ou pas? Moi je le pense, mais je pense en tout cas qu'il faut le faire pour que le système ferroviaire puisse se comparer. Et je suis de ceux qui pensent que ça serait sain pour tout le monde, y compris pour ceux qui critiquent la SNCF. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait des étalons qui, à mon avis, feraient tomber beaucoup d'idées reçues ou de procès chroniques.
Parce que c'est quand même le chemin de fer, une industrie lourde qui a des coûts fixes extrêmement importants, et qu'il soit dans le privé ou dans le public, ou opéré par le privé ou par le public, bon, voilà. Mais je pense que ça serait un bon stimulant. Donc en d'autres termes, aujourd'hui, il faut que l'on ait des révisions stratégiques fortes, et qu'on ne soit pas dans l'entre-deux. Hein, c'est-à-dire priorité au réseau, mais enfin tout continue par ailleurs. Vous voyez, hein, ça, c'est quand même un sujet qui rend fou, et qui, en tout état de cause, n'est pas réglé par, à égalité de subventions publiques, ne trouve pas de solution. Et donc, moi, je pense, et je le souhaite d'ailleurs, et je pense qu'on a fait beaucoup de chemin de ce côté-là, ces derniers temps. Beaucoup de chemin. On a quand même eu le courage de dire que, et Philippe Duron n'y est pas étranger, qu'il fallait hiérarchiser les priorités, que dans la hiérarchie des priorités, le réseau était dans un état alarmant, que les trains du quotidien étaient une priorité absolue, et ça mettra bien 15 ans pour mettre à niveau, vous savez. Les Allemands ont anticipé sur le sujet. Voilà, et peut-être qu'il faut aujourd'hui qu'on soit un peu plus ferme sur l'abandon de certains projets qui continuent à dépenser, ou du moins ou des études de projets substituables. Voilà, enfin, je pense que c'est très largement dans, comment dirais-je, dans le jardin des politiques et de la gouvernance publique, dont je ne m'exclus pas, modestement. Je représente un 577e de l'Assemblée nationale, et donc je ferai les efforts pour qu'ils pèsent de tout leur poids. Je ne vous demande pas de pronostic, mais juste comment vous sentez la détermination du gouvernement dont vous êtes de la même couleur politique, aujourd'hui, à la fois sur les choix législatifs et puis sur cet éventuel renoncement à ces lignes clientélistes, si je puis résumer votre... Bon, quand je dis lignes clientélistes, elles ne sont pas toutes clientélistes, mais il est tout à fait légitime d'ailleurs que les élus locaux veuillent tous avoir le meilleur. Mais ça n'empêche pas qu'il faut des endroits d'arbitrage extrêmement précis. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, aujourd'hui, je pense que les virages sont pris. Ils le sont avec une prudence sémantique qui est liée au fait qu'il n'y a pas de consensus. Si vous dites qu'il faut ouvrir à la concurrence le système ferroviaire, interrogez les syndicats, vous verrez la réponse. Ils sont radicalement contre. Donc, je comprends qu'il y ait des prudences gouvernementales. Si vous dites qu'il y a un certain nombre de lignes LGV auxquelles il faut que l'on renonce parce qu'il peut y avoir des alternatives moins coûteuses, vous allez avoir des présidents de région qui vont monter au rideau. D'autant plus facilement qu'ils ne vont pas payer la ligne, ou très peu. Donc, si vous voulez, quand on n'a pas assumé les déficits ultérieurs du système, on est forcément très proactif. Donc, c'est l'extraordinaire difficulté de gouverner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer par des sas progressifs et il faut se donner un peu de temps. Mais je crois que l'essentiel a été fait et défriché par la commission Mobilité 21, et pas simplement par elle. Il a été clairement affirmé aujourd'hui qu'on allait vers les trains du quotidien. Ça a été réaffirmé par le Premier ministre à la clôture de la conférence environnementale. Et je veux croire que ça va être une priorité impérieuse. Moi, je suis provincial. J'aurais tendance à me rouler par terre pour mon TGV. Je vous dis, on m'en a promis un dans un village de 2500 habitants, en race campagne, à 90 km de Bordeaux. C'est au milieu de la lande. Il y a des champignons tout autour, donc on peut arrêter des gens pour agrémenter leur week-end par des lignes TGV. Donc je pourrais me rouler par terre. Mais quand je vois les conditions d'accès à des gens qui sont captifs du train en Île-de-France, pas populaire quand je dis ça chez moi, je dis que là, c'est impératif. Il y a un certain nombre de lignes. Aujourd'hui, quand vous venez de l'étranger, vous demandez où vous êtes à Paris. C'est insupportable pour des gens qui sont captifs de tout ça, qui n'ont pas d'autre choix. Donc il faut faire un effort considérable de mise à niveau sur l'Île-de-France. Je pense que s'il reste encore un peu un sentiment d'intérêt public et un peu de sens collectif dans ce pays, il faut les priorités sautent aux yeux, c'est tout. Guillaume Pépi. Pour le dire en une ou deux phrases, hein, et Paul Plummer faisait allusion tout à l'heure à la sécurité du réseau britannique pour bien montrer que le réseau britannique d'il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec le réseau d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Une priorité claire, constante, à la maintenance et à la modernisation du réseau existant. C'est exactement ce que nous avons décidé de faire avec Jacques Rapoport. Nous avons jusqu'en 2017 4 lignes à grande vitesse qui sont en construction, et en dehors de ces 4 lignes, nous avons décidé que nous ne voulions lancer aucun autre travaux sur des projets nouveaux
parce que 100% des moyens dont nous disposons doivent aller à l'entretien et à la modernisation du réseau. Et c'est une décision sur laquelle nous sommes totalement solidaires. Elle n'est pas facile pour les élus, parce que chacun attend son projet. Mais toutes les études qui ont été faites montrent qu'il faut, dès l'année prochaine et progressivement dans les années à venir, consacrer 1 milliard d'euros de plus au réseau existant si on veut en restaurer les performances. Et dès l'année prochaine, ça se traduit, même si ça ne plaît pas, par le fait qu'il faut sans doute, pendant cette période, avoir 500, 600, 700 cheminots de plus à la maintenance du réseau, parce que la maintenance du réseau, ce ne sont pas des opérations comme le développement qui sont totalement automatisées. Et derrière tout ça, il y a un seul sujet. Il y a eu 2 accidents en France, à Brétigny et à Danguin. Le réseau français reste sûr, il reste sécure, mais en aucun cas, nous ne devons collectivement prendre le risque qu'il ne le devienne plus. Votre affirmation est très claire. On a aussi entendu des politiques réaffirmer la priorité au transport du quotidien. Et parfois, ça arrive que les décisions ne soient pas en phase avec les discours politiques. Vous pensez aujourd'hui, dans les discussions que vous avez avec les élus, avec le gouvernement, que cette priorité-là va être tenue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Je pense que c'est un déchirement pour notre pays de choisir. On est un pays qui a du mal à choisir. Je suis frappé du fait que Jacques Auxiette dise on pourrait faire un référendum, entre guillemets, d'une certaine manière. Hein. On a du mal à choisir. Et je trouve que, en tout cas, il y a 2 choses qui devraient inciter notre pays collectivement. Et ce n'est pas le parti au pouvoir ou le ministre au pouvoir. C'est notre pays dans son entièreté et dans sa diversité. Il y a le fait qu'il y a une urgence parce que tous les débats ont été très bien posés depuis maintenant plusieurs années. Et 2, il y a le fait qu'aujourd'hui, le train n'est plus seul et que donc si on veut conforter la place du train, il faut être capable d'avoir des modèles économiques qui soient des modèles économiques plus efficaces qu'aujourd'hui. Sinon, le risque, c'est qu'en dépit du discours politique, le train sorte peu à peu, ça prendra longtemps, ça sera lent, mais sorte un peu de la préférence qu'il a pour les voyages longue distance. Alors qu'il reste plébiscité par les Français dans les enquêtes d'opinion. Oui, mais les Français ont le choix maintenant. Encore une fois, ça n'était pas vrai il y a 5 ans. Les Français ont vraiment le choix et ils l'auront de plus en plus. Et donc, dans la gestion de nos entreprises, moi, on m'interroge d'une phrase sur c'est quoi la stratégie de la SNCF d'aujourd'hui, ça n'est pas faire moins de services publics, c'est faire le service public moins cher pour les clients et moins cher pour les collectivités. C'est très simple. Il faut maintenir la qualité, accroître la sécurité, mais tout ça en organisant davantage nos moyens pour faire moins cher. Je voudrais revenir vers Paul Plummer qui a entendu Alain Tauvet et Gilles Savary parler de la question sociale sur la modernisation ou le changement en tout cas des règles du jeu. Une question très simple. Quelle a été la réaction des partenaires sociaux en Angleterre à vos efforts ? On a vu récemment sur une franchise au nord qu'il y avait eu quelques difficultés à accepter le choix de l'autorité organisatrice. Est-ce que vous pouvez nous... Sur la franchise qui vient d'être attribuée à Virgin et Stagecoach, que l'opérateur sortant il y avait eu quelques contestations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, comment ça se passe encore aujourd'hui sur ces nouvelles franchises ? The recent franchise clearly was awarded to Stagecoach, as you say. There was much debate about whether that should go to a private company like that. But I think there's been huge value from that franchising process over many years. One of the things in the next election will be the question about whether public sector bodies should be allowed to bid for that. Bon. Donc il y a effectivement eu un débat à propos de l'attribution d'une franchise à Stagecoach, mais un des points qui sera discuté dans les prochaines élections, c'est est-ce que les entreprises publiques seront autorisées à concourir pour de tels appels d'offres. May I add a comment about the conversation on choice, because I think this is... When you say, I'm sorry, public company, what do you mean? I mean a company that is owned by the state. That's it. Donc c'est bien entreprise publique au sens français du terme. J'avais peur que ce soit une entreprise cotée. Il y avait un malentendu.
Excuse me. May I comment about the conversation on choice, because I think this is key to all of the lessons that we've learned over many years. I think in the industry we have a role, a number of roles. One is to drive efficiency as far as possible to enable choice. Another is then to inform choices that governments need to make. And then I think governments have key choices to make, and really one of the issues is that you can't have everything. There are choices about fares or subsidy, choices about investment or not, and there's choices about debt and paying for that. Donc il faut bien sûr améliorer l'efficacité du système. Il appartient aux gestionnaires du système d'informer le gouvernement des éléments du choix, mais les choix appartiennent au gouvernement, qu'il s'agisse d'investissement, qu'il s'agisse de péage, qu'il s'agisse de décisions de sécurité, etc. Donc le rôle est clair entre les opérateurs et la puissance publique. And I think a key lesson is that for that debate has to be transparent. You have to make it black and white. If it becomes grey, then you end up in the position where many railways have been in the past, where we invest in nice new lines, exactly as Guillaume Pepe described, but we do not maintain the existing railway, and that is not a sustainable choice. Et donc il faut être clair et transparent, il ne faut pas être gris, il faut être blanc ou noir, et ne pas faire ce qui s'est fait aussi en Grande-Bretagne, développer des lignes nouvelles, mais en même temps garder, sans avoir les moyens de les entretenir, les lignes anciennes. In the UK, we can see a scenario where you could get to zero subsidy in a relatively few years. But what you'd have to do to achieve that is to avoid further investment in growth. You'd have to avoid investing sustainably in today's asset. You'd have to increase fares. And then it's a choice actually for government, if they want to do that, a choice for the industry to find the best way of delivering what government wants from the railway. On peut faire un scénario en britannique qui aboutirait à un système ferroviaire non subventionné, mais ça supposerait l'arrêt des investissements, une augmentation des tarifs, une réduction du réseau, donc c'est un choix politique majeur. Merci Paul Plummer. Dernière question rapide à tous les quatre. Est-ce que la tarification, puisque vous connaissez l'équation financière, la situation financière, est-ce que la tarification unique en Île-de-France est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le système ferroviaire ? Qu'est-ce qui veut commencer ? Gilles Savary, qui est toujours volontaire pour les questions difficiles. Non, mais là, c'est typiquement un choix politique. Si on a les moyens de compenser en matière de subventions publiques, c'est évidemment toujours une bonne chose d'expliquer aux gens qu'on peut faire toujours moins cher. En tous les cas, politiquement, nous, c'est les nouvelles qu'on aime bien annoncer. Voilà. On adore expliquer aux gens qu'on peut faire beaucoup moins cher. Mais après, bon... il n'y a pas de secret, il y a des coûts de production, et donc ça se compense par de la subvention publique ou de l'endettement. La subvention publique ou de l'endettement. Il semblerait que dans l'Île-de-France, ils aient trouvé la solution, tant mieux pour le contribuable. Mais je pense que le contribuable, il attend aussi une amélioration de la qualité de service. Il ne faudrait pas que ce soit simplement un exutoire tarifaire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aussi que les gens sachent que même le service public a un coût. Parce qu'en France, il y a cette espèce de mirage dans lequel c'est du service public, donc il n'y a pas de coût. Donc il n'y a pas de prix. Je pense qu'il va falloir en sortir parce qu'on est rentré aussi dans l'ère structurelle des budgets publics frugaux. Et c'est structurel, ça va pas être simplement, c'est pas simplement une crise conjoncturelle. C'est l'après-guerre. On est en train de terminer les 30 Glorieuses, si vous voulez, sur le train des 30 Glorieuses, mais avec moins de recettes. Et donc, on va être obligé de baisser notre rythme de financement public. Donc il faut quand même que les gens aient conscience qu'il y a un coût. Qui veut répondre ? Personne ? Si ? Guillaume Pépi ? J'ai pas d'opinion sur le mécanisme lui-même, mais je saisis la perche pour dire deux choses. D'abord, pour SNCF aujourd'hui, même si ce n'est pas très populaire, l'Île-de-France est une priorité nationale. Et cette phrase est puissante. Elle veut dire concrètement, c'est en Île-de-France qu'il y a les enjeux de modernisation les plus importants, et il n'est pas possible qu'on continue à avoir un décrochage entre l'Île-de-France et les régions. Et la deuxième chose, c'est que le travail qui est à faire, qui consiste à moderniser un réseau qui a extraordinairement vieilli parce qu'on ne croyait plus au train et qu'on croyait qu'à la voiture, au périphérique, au super périphérique, etc., au radial qui est rentré dans Paris, le travail qui est à faire, je parle sous le contrôle de Jacques, il y en a au moins pour jusqu'à 2020, c'est-à-dire au moins pour 5 ou 6 ans, avec des montants financiers qui sont de l'ordre d'1 milliard d'euros
de travaux en Ile-de-France l'année prochaine. Et l'aspect gênant des choses, c'est qu'on ne fait pas 1 milliard de travaux sur le réseau francilien l'année prochaine sans que ça ait de temps en temps un impact négatif sur la qualité de service, alors même que ça va permettre de faire ensuite un service à haut débit. Et donc on est dans une situation qui est très délicate à expliquer en Ile-de-France. Jacques Auxiette, le mot de la fin. Je ne suis pas compétent pour répondre à votre question et pour opposer les intérêts provinciaux avec l'Île-de-France en la matière. Je voudrais revenir sur un tout petit point, puisque c'est l'actualité demain en Conseil des ministres. Moi, je souhaite que, on ne connaît pas le texte exact concernant la dérégulation concernant les transports routiers de voyageurs. Je souhaite que les parlementaires puissent acter cette possibilité, mais puissent aussi la réguler avec les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, parce que c'est un élément qui va peser dans l'équilibre économique des TER et qui va peser peut-être aussi sur l'interurbain, dont la compétence est aujourd'hui des départements. L'autre élément qui n'a pas été abordé, c'est que la personne qui a évoqué tout à l'heure par rapport au covoiturage a indiqué, très comme ça, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Alors moi, je ne suis pas archaïque au point de considérer qu'il faut à tout prix tout réguler et considérer que cette possibilité qu'offrent ces moyens dont on dispose tous doit être limitée, mais je pense quand même que les penseurs et le Parlement doivent quand même s'interroger sur des éléments de régulation, là aussi de cette espèce. Une des libertés régulées, c'est encore une liberté. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas très bien régulé puisqu'on a pris un peu de retard, mais merci à vous. Je crois que c'était intéressant. Merci à vous 5.